Je lance officiellement ce webinaire. De quoi on va vous parler aujourd'hui? Eh bien, de lieux d'innovation avec le témoignage de KM0 et l'importance en fait du faire communauté pour ces lieux d'innovation au sein des territoires industriels. Donc, on va rapidement se présenter avec César, puis ensuite César vous présentera le KM0, en quoi c'est un lieu d'innovation clé aujourd'hui pour le monde de l'industrie. Et ensuite, moi, je vous expliquerai un peu plus le sujet du faire communauté pour le monde professionnel. Et comme je vous le disais, on terminera ce webinaire avec une session d'échange. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat pendant qu'on échange avec César ou à les poser directement à la fin. Voilà. César, je te laisse la main. Eh bien, écoutez, enchanté de vous voir tous, ou en tout cas de vous avoir à l'écran. Donc moi, je suis César, je suis responsable opérationnel à KM0. KM0, c'est quoi? C'est un écosystème d'entreprises, d'écoles, d'institutions aussi d'une certaine façon, sur le territoire de Mulhouse. C'est une aventure qui a commencé en 2019, mais c'est une histoire qui a plus de 200 ans, enfin quasiment 200 ans plus exactement, puisque on est installé aujourd'hui dans une vieille friche industrielle. C'est un bâtiment qui appartenait à une famille d'industriels mulhousiens. Et c'est surtout en fait le lieu de création de la toute première gare de marchandises de Mulhouse. Alors, on n'a pas les chiffres exacts, mais je crois qu'on est la quatrième ou la cinquième gare en France. Et en tout cas, on est la première gare professionnelle, on va dire. Voilà, la gare, elle a été créée déjà avec un esprit d'innovation, puisque ça s'est construit en 30 mois. La gare, plus une ligne de chemin de fer qui reliait deux points de la région sur une trentaine de kilomètres, en passant au-dessus de trois rivières. Et en 30 mois, donc en 1839, l'inauguration a été faite, comme on illustre sur cette fresque juste ici, par donc ces deux industriels qui sont une famille qui s'appelle les Koechlin et qui sont des industriels mulhousiens dans le textile principalement. L'histoire, elle a continué sur 150 ans, bien sûr, et elle a connu plein de rebondissements, comme souvent dans les grandes histoires industrielles, puisqu'on est passé du textile à la première usine de construction de locomotives françaises qui s'appelait la Napoléon. Et au fur et à mesure, jusqu'au périclitement fin des années 90, on faisait encore des moteurs diesel pour les locomotives, justement. Ce lieu, il est assez riche en histoire parce que innovation dès le départ, reprise par les Allemands, puis reprise par les Français. Et au moment de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, c'est un lieu qui devient un cœur d'innovation très très fort, qui monte par exemple la première pile nucléaire avec Alcatel, alsacienne de télécommunications. Mais bien avant ça, c'était même en fait l'origine de Alstom. Il faut savoir que le contrat de création de Alstom entre l'alsacienne de construction mécanique, la société alsacienne de construction mécanique, et une petite entreprise de l'époque qui s'appelait Thomson américaine, a été signé à Mulhouse avant d'être implanté fin 1800 dans la région de Belfort. Donc un lieu de création, un lieu d'innovation, et qui est aussi un lieu d'histoire typiquement cliché de la désindustrialisation française, puisque c'était une vraie société de mécanique, une vraie société industrielle qui était à la main dans les années 60, à la main des ingénieurs qui poussaient le produit, la qualité et, euh, et ouais, le produit principalement en fait. Hein. Et quand les financiers ont repris la main dans ces années-là, eh ben c'est plutôt le profit, le renouvellement et donc forcément un peu moins le produit qui ont pris la main. Et c'est clairement le cliché de la désindustrialisation française qui fait que en 30 ans à peu près, eh ben après de multiples reventes, la société a fermé et c'est devenu une vraie friche industrielle. Enfin, les derniers bâtiments ont cessé d'être en activité plus exactement. Et surtout celui dans lequel je vous parle aujourd'hui. En 2012-13, des investisseurs privés se posent une question de dire, mais attends, l'industrie, elle est en train de changer. Le digital commence à prendre sa marque de façon très proéminente dans ce secteur d'activité. Il y a un truc à faire.
Et donc, il y a une association d'investisseurs privés, j'insiste bien là-dessus, puisqu'on est un écosystème privé aujourd'hui, on n'est pas soumis à des subventions publiques pour fonctionner, décide de s'associer, de reprendre ce bâtiment historique et de lui redonner une seconde vie. Et donc, finalement, d'une usine de construction mécanique, on est devenu une usine à projet qui a une mission très claire, c'est aider la transformation numérique de l'industrie. Et donc aujourd'hui, je vous présenterai ça avec quelques chiffres. On est un écosystème qui fonctionne depuis 5 ans. Hein, l'ouverture officielle était en 2019. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de beaux acteurs, des startups, des entreprises industrielles, des écoles digitales, et même des plateformes de laboratoires comme le CETIM, qui sont présentes chez nous et qui font vivre cet écosystème eh bien, chaque jour dans nos locaux. Alors, voilà un peu pour KM0. Je te laisse reprendre la main, Vincent. Ouais. Merci. Donc Voodoo, nous, on est une startup basée au KM0. Je pense que vous l'aurez compris. Nous, on est des experts en animation de communautés professionnelles. On existe depuis 2019 et on propose un accompagnement global sur ce sujet avec de la formation, du coaching, des prestations de conseil en stratégie et animation communautaire, mais aussi des plateformes numériques et notamment la Voodoo plateforme dédiée aux réseaux professionnels type pôle de compétitivité, cluster, agence de développement économique et tiers-lieux pour les aider dans l'animation et le pilotage de leur communauté. Voilà. Aujourd'hui, on accompagne à peu près de 180 communautés. Vous avez quelques logos ici. Et pour la petite histoire, puisque ce webinaire est organisé dans le cadre de la semaine de l'industrie, hein, on est né dans la tête de directeur industriel. Et à notre board, vous avez le CETIM, vous avez aussi Olivier Luanzi, que vous connaissez peut-être. Voilà, donc nous, notre cœur de cible, hein, c'est vraiment notre spécialité, c'est les réseaux industriels. Voilà. Donc, maintenant, je te repasse la parole, César, qui va donc vous expliquer un peu plus en profondeur, après avoir vu le passé du KM0, et bien, ce que c'est que le KM0 aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est super intéressant. César, à toi. Yes, merci. La pression avec le fait que je sois pertinent. Hein. En fait, le meilleur moyen de vous résumer ça, c'est avec une slide qui représente clairement l'écosystème aujourd'hui. On est une société d'animation finalement. On a mis en place des acteurs qui travaillent les uns avec les autres, mais qui sont-ils et comment ça fonctionne? Alors, à l'origine, en fait, il y a un projet qui s'appelle le Club des locomotives et qui est en fait un cluster qu'on a créé qui regroupe des industriels de la région. Alors aujourd'hui, il est un peu étendu. On a quelques grands noms qui sont en dehors du territoire mulhousien ou même alsacien. Mais on est quand même très grand est sur le fond, qui en fait nous fournit des besoins. Et nous, en retour, ce qu'on leur fournit, c'est de l'inspiration sur les sujets de l'industrie du numérique. Donc, c'est un échange de bons procédés qui fait vraiment qu'aujourd'hui, on est une usine à projet, comme je le disais en introduction. Ce club des locomotives, donc, il nous fournit des besoins, il nous fournit des projets. Les projets, ça peut être, par exemple, on a vraiment besoin de beaucoup plus de développeurs que prévu pour accélérer la digitalisation de nos entreprises. Du coup, OK, nous, on regarde de notre côté et on fait venir École 42 comme un des acteurs qui vit au KM0. Je cherche des solutions, et ben on va trouver des startups. On l'a fait encore dernièrement avec une entreprise du textile de la région qui avait besoin d'un outil IA pour éviter d'aller en chercher un en Chine. Et ben on s'est remué les ménages, on a fait jouer notre réseau et donc on a permis à cette entreprise de commencer à envisager une solution européenne pour avancer un peu plus sur sa problématique de vente de machines. Donc, un club des locomotives qui a des entreprises industrielles, mais aussi d'autres entreprises industrielles qui viennent s'inspirer, elles aussi, et participer en étant habitants. C'est comme ça qu'on appelle les gens qui vivent chez nous. Donc voilà, Vincent est un de nos habitants. Pour participer à la dynamique, être proche des acteurs du numérique, des acteurs de l'accélération ou de l'incubation de start-up aussi. Donc, c'est un très, très bon moyen de rester à jour et surtout de rester dans la pointe de l'innovation.
Et puis aussi des développeurs, puisque avec deux écoles de développement que sont Epitech et École 42, bah forcément, ça crée beaucoup de très fortes synergies pour avancer plus fort et plus vite sur la digitalisation de ces process, sur de nouveaux produits à destination de l'industrie. Donc ça crée des spin-offs, ça crée des entreprises, les entreprises du numérique s'y raccrochent. On a donc de la formation, on fait beaucoup de networking, on se place au milieu de ce schéma parce qu'on aime bien dire, pour simplifier un peu l'idée, on est les gentils organisateurs pardon, de l'industrie. Voilà. Donc notre rôle, c'est pas simplement de proposer des locaux et puis un lieu sympa où vivre et de faire un peu de réseau sous-jacent. Non, c'est d'animer clairement ce lieu dans un esprit de communauté. Et c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui qu'on échange là-dessus. On a beaucoup échangé, on a beaucoup partagé avec Voodoo pour pouvoir mettre en place des choses pertinentes dans l'animation de la communauté, qui est une problématique importante pour nous puisque c'est clairement le cœur de notre activité. On voit les fonds d'investissement pour terminer sur cette slide, simplement parce que on a besoin, mais ce sont des investissements privés. J'entends bien à préciser l'action. C'est certainement aussi une des clés de notre succès et qui fait qu'aujourd'hui, il y a une vraie fertilisation croisée. On ne dépend pas du tout d'une intraveineuse qui vient d'argent public. Aujourd'hui, on a une vraie dimension de fonctionnement business. Moi, aujourd'hui, je développe des offres commerciales à destination des entreprises avec de l'événementiel, avec des solutions sur l'intelligence artificielle demain. On fait de la domiciliation d'entreprise aussi, donc on n'est pas qu'une plateforme foncière. On fait beaucoup plus que ça. Et le but, c'est que chaque acteur qui va créer de la richesse, eh ben, par ruissellement, du coup, va nous en faire profiter. Et donc, on crée une dynamique hyper circulaire. C'est pour ça que ce schéma est sous la forme d'un cercle hyper connecté, puisque c'est clairement l'enjeu ici. Pour donner un parallèle, des écosystèmes comme ça, il y en a quelques-uns en France, hein, vous en connaissez certainement. Il y en a un qui est à Nantes. Alors, je tairai le nom volontairement, mais on leur souhaite surtout beaucoup de performances dans le futur. Mais on sait que c'est un projet qui a coûté 23 millions d'euros à la communauté de communes, à la région, etc., etc. Aujourd'hui, il fait aussi 11 500 mètres carrés, comme nous, on le verra dans la slide suivante avec quelques chiffres. Ils sont vides. Ils ont 4 entreprises. Aujourd'hui, moi, j'ai la chance de pouvoir dire qu'à KM0, je suis dans un écosystème qui est rempli à 100%. On est plutôt dans une problématique on doit faire du Tetris pour pouvoir accueillir de nouvelles personnes, pour répondre aussi aux enjeux de croissance des entreprises qui sont déjà présentes, ce qui est un luxe, hein, bien entendu, mais ça ne répond pas non plus à tous les enjeux de communauté. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'entreprises comme celle de Voodoo. Donc il y a un vrai échange circulaire, pas simplement nous en tant que données de l'information ou du réseau, on en prend aussi énormément en retour. Voilà. Si tu veux bien changer peut-être de slide, Vincent. En quelques chiffres, très simplement, le KM0, c'est donc 11 500 mètres carrés dédiés à l'innovation, à l'industrie au cœur de Mulhouse. On fait vivre plus de 1000 personnes, alors 1100 personnes à peu près, un peu moins. La répartition, c'est 60% d'étudiants, 40% de professionnels au travers de 70 entreprises, une quarantaine qui sont présentes ici et le reste qui sont dans notre club d'entreprise, le club des locomotives. Vous avez compris qu'on fait un fil rouge autour du train chez nous, bien sûr. On a créé depuis 2019 environ 270 emplois. À savoir qu'on ne peut pas mesurer clairement ce chiffre puisqu'il y a des entreprises qui sont devenues trop grandes et qui ont dû partir de chez nous. C'est un peu le big dream. Et du coup, elles ont continué de croître. On ne peut pas vraiment dire du coup où elles en sont. On ne va pas s'attribuer les mérites de ce qui se passe en dehors de nos murs, bien sûr. On a donc 5 espaces dédiés à de l'événementiel. On fait de l'événement uniquement professionnel. On a des trucs super sympas. Par exemple, le Startup Kit Tour. C'est une association parisienne qui vient faire un tour de France pour inspirer et montrer le numérique et la robotique à des enfants. On fait bien sûr de l'Assemblée générale, de la convention, de la formation. Voilà, donc c'est un peu une partie de notre business model, c'était pour l'illustrer. Et puis la formule, en fait, c'est que ces habitants, il y a un côté sélectif. Donc pour créer une communauté, il faut quand même que les gens ils aient un rapport très fort entre eux. En l'occurrence, nous, c'est le thème de l'industrie et du numérique. Donc il faut absolument que chaque habitant ait un lien avec l'industrie. C'est fondamental chez nous. Ça peut être très large, hein, on n'est pas sectorisé à proprement parler, mais par exemple Voodoo, qui est une solution digitale qui parle à la communauté, on pourrait se dire qu'elle peut parler aux gamers, elle peut parler à la food industry, elle peut parler aux associations, ça pourrait être plein de choses.
Je sais que leur cœur, comme il l'a dit, est très focus sur l'industrie, donc évidemment qu'ils ont leur place chez nous. Le deuxième aspect très très fort, c'est qu'on exige, euh, même si c'est pas clairement formaté sur un contrat, on en discutait ce matin avec Vincent en préparant cette journée, c'est un peu notre indicateur clé, un peu caché entre nous dans l'équipe KM0, c'est qu'on cherche absolument à ce que chaque habitant collabore au moins avec un autre habitant. Et alors là, ça peut se faire de plein de façons différentes. Ça peut être, j'ai pris un stagiaire dans une des écoles, je suis allé chez un client avec un autre habitant, j'ai travaillé en tant que fournisseur ou client avec un autre habitant aussi, ou simplement on s'est lancé dans un nouveau projet ensemble alors que on n'avait même pas spécialement de business value derrière. Mais en tout cas, on veut qu'il y ait des échanges et on fait très attention à ce qu'il y en ait et de plus en plus. Et puis le troisième critère, parce que c'est souvent comme ça que ça fonctionne, c'est on essaye de trouver des gens sympas, parce que c'est toujours plus sympa de bosser avec des gens sympas autour de soi. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour vous résumer ce que c'est KM0. Aujourd'hui, on n'est pas victime de notre succès. On est très fier de notre succès. On est rempli à 100%, contrairement à l'exemple que je donnais, un peu malheureux pour cet écosystème de la région nantaise. Nous, on est rempli, donc on a une problématique un peu de riche de devoir faire du Tetris et de trouver des solutions annexes et même en fait de trouver le moyen, et c'est des projets, des gros projets en cours, de se dupliquer dans d'autres villes qui nous demandent de venir agir sur leur territoire, sur probablement d'autres problématiques, plus simplement celles de l'industrie et du numérique, mais pourquoi pas de l'énergie, de la transition, de l'agriculture. Donc on a ce genre de demande, on est en train de dupliquer le KM0 dans d'autres villes. Et en fait, on a la chance d'être reconnu. En 2022, on faisait partie des 25 lieux qui changent l'innovation en France. Et cette année, on a eu la chance d'être de nouveau dans 25 lieux, mais qui changent l'industrie en France. Donc c'est très flatteur, on en est très fiers et on espère qu'on s'arrêtera pas là surtout. Bah merci César. Et je vous confirme, hein, je vous invite tous à Mulhouse si vous êtes de passage pour visiter le KM0. Moi, je le définis souvent comme un aimant. Ça attire beaucoup et c'est vraiment un lieu très intéressant dans lequel on a beaucoup de plaisir à travailler. Ce que tu disais tout à l'heure, César, moi, ce que j'entends souvent, c'est que pour être un habitant du KM0, il faut être en capacité à la fois d'être le client et le fournisseur des autres habitants. Voilà, pour effectivement travailler cet esprit de collaboration. Alors, Exactement. maintenant, je vais vous parler communauté. Pourquoi les faire communauté pour un tiers-lieu, puisque le KM0 est une catégorie de tiers-lieu, même si je sais que vous n'aimez pas qu'on vous définisse comme un tiers-lieu, vous êtes une catégorie de tiers-lieu à part, certes, mais un tiers-lieu. Eh bien, il a été largement démontré que effectivement la communauté est un élément clé de développement de ce type de structure, à la fois la communauté interne, donc les habitants, et c'est pour ça que le côté effectivement de choisir ses habitants avec cette importance d'être à la fois client et fournisseur de l'un et de l'autre pour le KM0 est un élément clé. Donc ça, c'est vraiment la base. Et pour le développement endogène de la structure et de ses habitants, mais pour survivre, pour aller au-delà, pour durer, eh bien, il faut aussi s'appuyer sur ces communautés externes pour travailler donc son développement exogène. On l'a vu tout à l'heure dans le schéma hein, de César avec le club des locomotives, les industriels, etc. Ce sont des structures qui évoluent en dehors du KM0 pour la plupart. Et donc, sur ces communautés externes, vous avez la communauté du territoire, puisque le lieu est basé sur un territoire. On vous a parlé beaucoup de Mulhouse, de l'Alsace, de la région Grand Est. Donc, il faut que le lieu soit vraiment connecté à son territoire, mais aussi qu'il soit connecté à la thématique qu'il porte. Un tiers-lieu sans thématique, il n'ira pas très loin. Ça restera juste un lieu. Un tiers-lieu qui a une thématique forte et qui la fait vivre pourra se connecter en fait à ces communautés en lien avec cette thématique et donc du coup offrir des nouvelles opportunités aussi à ses habitants et au territoire dans lequel il est installé. Donc c'est
quand on parle de tiers-lieux, de lieux d'innovation, de lieux dédiés au développement industriel sur un territoire, il faut absolument penser communauté, communauté interne, communauté externe pour travailler donc le développement endogène et le développement exogène du lieu et de ses habitants. Donc, pour les lieux d'innovation, il faut faire communauté en son lieu, sur son territoire et au-delà. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que c'est organiser, activer, animer et piloter finalement un écosystème communautaire. Parce que ces trois types de communautés, communauté interne, communauté territoriale, communauté thématique, elles vont prendre du sens uniquement si on arrive en fait à les interconnecter. Voilà, donc ça nécessite du temps, forcément, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Quand on fait communauté, c'est pas juste on lance une campagne de com avec un début et une fin. Il faut de la méthode, il faut des compétences, il faut des outils, des ressources adaptées à cette notion de faire communauté. Donc, comment faire communauté? Quelles sont justement, on va dire, la base de ces ressources? Donc, vous l'aurez compris, on s'inscrit dans une communauté pilotée. La communauté pilotée n'est pas une finalité, c'est un moyen qui va donc aller chercher à développer la valeur à la fois de son pilote, mais aussi de ses membres. Et c'est au croisement en fait des objectifs attendus par le pilote, celui qui va organiser, qui va animer la pilotée, et de ses membres. On parle ici des habitants finalement du tiers-lieu pour la communauté interne et de ses membres pour les communautés externes. Donc, c'est au croisement de ces deux objectifs-là que va se développer la valeur. Et plus les objectifs vont se rejoindre, plus la valeur générée par le dispositif communautaire sera importante. Donc, comment y arriver? Eh bien, il faut qu'on soit très au clair sur ces objectifs communautaires. À partir de ces objectifs, on va définir sa stratégie et de la stratégie, on va dérouler du coup son plan d'action communautaire. Comment on fixe des objectifs sur un projet communautaire? On s'appuie généralement sur le modèle Spaces développé par un Américain qui aujourd'hui est très employé par l'ensemble des acteurs du faire communauté. Le modèle Spaces, comme vous pouvez le voir, va aider en fait à bien prioriser ses objectifs par rapport à son projet. Voilà. Si vous souhaitez qu'on en discute après, n'hésitez pas, mais retenez bien que pour définir un projet communautaire, s'appuyer sur le modèle Spaces. Une fois qu'on a ces objectifs, l'idée c'est de définir sa stratégie pour atteindre son objectif. Donc, pour cadrer, structurer sa stratégie, on va s'appuyer généralement sur des modèles. Quand on parle de stratégie communautaire, on peut s'appuyer sur différents modèles. Il en existe plusieurs. Côté Voodoo, on a développé notre propre modèle. Donc, on s'est appuyé sur un framework marketing à la base, le framework ARRR, qui va nous permettre en fait de bien définir en fait sa stratégie de recrutement des membres, d'animation des membres, de pilotage, etc. Voilà. En termes de framework, vous avez un framework qui s'appelle le modèle BRP pour Brand, Revenue et Product. Vous avez aussi le modèle 5M. Vous avez la Flywheel qui a été bien documentée par McKinsey notamment. Voilà, il en existe plusieurs. Et donc, ces modèles vont généralement nous permettre de rentrer en profondeur sur les piliers du faire communauté, qui sont effectivement comment recruter ses membres. Donc déjà, qui aller recruter, comment les intégrer au dispositif communautaire, comment les onboarder, comment les animer, comment communiquer sur le dispositif et comment le piloter à travers des indicateurs pertinents pour s'assurer que le plan d'action délivre bien la valeur attendue, que la stratégie était la bonne et qu'on atteint bien ses objectifs de départ. Pour dérouler ce plan d'action, pour définir sa stratégie, je vous ai dit tout à l'heure qu'il vous faut un animateur. Sans animateur, vous ne pouvez pas avoir de dispositif communautaire piloté. Cet animateur, c'est lui qui va vraiment organiser le projet, qui va être au cœur des échanges, qui va faciliter les mises en relation, faciliter l'organisation des événements. Bref, ça va être vraiment votre chef d'orchestre sur l'animation de communauté.
Ça peut être un métier, hein, une fonction. C'est souvent un rôle aujourd'hui dans les entreprises. Mais s'il n'a pas 20 à 30% de son temps consacré à l'animation d'une communauté, généralement, le dispositif est assez fragile. Voilà. Donc, si demain, vous souhaitez déployer un dispositif communautaire et que vous n'avez pas sécurisé du temps auprès d'une personne ou auprès de vous-même, si vous prenez ce rôle, eh bien, attention, warning sur la pérennité de votre projet. Et donc, on l'a vu tout à l'heure, il vous faut aussi un plan. Si vous partez tout azimut sans avoir quand même réfléchi à votre projet, vous n'irez pas très loin non plus dans le cadre d'une communauté pilotée. Et enfin, souvent, on associe un projet communautaire à une plateforme. On le met en facultatif parce que, en fait, ce n'est pas la plateforme qui fait communauté, hein, c'est bien le projet, l'animateur et ses membres dans la vraie vie, potentiellement sur le digital. Mais voilà. Et cette plateforme, il ne faut pas choisir n'importe quoi. Il faut bien choisir la plateforme qui sera adaptée à votre contexte, à votre besoin et à vos membres. Par exemple, sur une communauté d'employés, de collaborateurs au sein d'une grande entreprise, on va plutôt s'appuyer sur du Viva Engage, qui est l'outil Microsoft. Quand on est sur des communautés externes de type industriel, vous l'avez compris, il y a la plateforme Voodoo. Quand on est sur des communautés plutôt d'artisans, B2C, etc., peut-être que là, on peut plutôt s'appuyer sur des outils type Facebook, WhatsApp, qui peuvent nous aider à faire communauté. Donc voilà, donc quand vous devez vous lancer dans un projet communautaire, concentrez-vous d'abord sur votre projet, votre stratégie, votre plan d'animation. Et si vous avez besoin d'un outil, si vous avez besoin d'une plateforme, posez-vous bien les bonnes questions avant de partir tout azimut sur le premier outil. Il faut vraiment qu'il soit adapté à votre contexte. Voilà, je vous ai un petit peu introduit au faire communauté. Nous avons eu l'exemple du KM0. Pour aller plus loin, si le sujet vous intéresse, je vous encourage à lire. Le premier livre, c'est pour moi la référence. C'est le guide pratique des communautés, rédigé à 70 mains, je crois. Vous avez plein d'exemples. Il est à la fois théorique et pratique. Vous avez plein d'exemples du monde industriel, notamment. C'est vraiment un livre de référence que vous pouvez vraiment acheter les yeux fermés. Nous, on aime bien aussi le livre bleu, Le pouvoir des communautés. Alors, il a un vocabulaire un peu plus start-up. Voilà, mais on l'aime bien parce qu'en fait, c'est une Mulhousienne d'origine qui l'a écrit et dans lequel est cité Voodoo. Donc, voilà, c'est un livre qui viendra compléter, hein, j'ai envie de dire, le premier. Et si vous avez vraiment envie d'aller plus loin, je vous invite à rejoindre le Voodoo Club, qui est un club d'animateurs de communauté. Il y a plus de 350 membres aujourd'hui. L'inscription, c'est gratuit. Tout ce qu'on demande, c'est voilà, de partager, d'échanger autour de cette notion d'animation de communauté professionnelle. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Est-ce que vous avez des questions, des remarques par rapport à ce que vous avez entendu? Je sais que la première question est toujours la plus délicate. Oui, Denis? Oui, c'est Denis. Est-ce que vous auriez un exemple type de communauté que vous animez pour illustrer ce que la communauté fait, quel projet elle porte sans trahir de secret, quoi? Oui, nous accompagnons effectivement le KM0, ça vous l'avez compris. En autre communauté qu'on aime bien citer, vous avez le CETIM, donc le CETIM qui est le centre technique de la mécanique, qui est à la fois client et actionnaire de Voodoo. Avec le CETIM, nous animons en fait des communautés d'innovation, des communautés de projets. Voilà. Donc, c'est eux qui les animent. Nous, on est là en soutien, en support, et le C-Team va exploiter la plateforme Voodoo en ce sens. Nous travaillons aussi un autre exemple, un peu différent, avec l'Agence de développement économique et d'innovation des Hauts-de-France, HDFID, sur un projet communautaire qui s'appelle Réseau de France Business, qui aujourd'hui, ça regroupe plus de 5500 organisations professionnelles et
collectivités du territoire. Et en fait, c'est un projet vraiment multicommunautaire. C'est-à-dire que vous avez une communauté principale où l'idée, là, c'est de réunir un maximum d'acteurs économiques du territoire et ensuite des sous-communautés qui vont être extrêmement hétérogènes. Vous avez des communautés très territoriales, donc c'est des communautés de communes généralement qui vont travailler leur développement économique au sein de cette méga communauté, mais dans un environnement fermé, propre à leur Comcom. Vous avez aussi des campus des métiers, des qualifications. Donc là, c'est plutôt des dispositifs portés par des universités en lien avec les problématiques de recrutement des entreprises. Donc, dans cette méga communauté, vous en avez, je crois, 6 ou 7 campus qui voilà, ont leur propre espace communautaire. Et ce qui va être intéressant, c'est que au-delà de l'animation, donc nous, on soutient l'animateur global de tout cela. La plateforme va aider toutes ces sous-communautés ou ces communautés filles à, en fait, à la fois faciliter les mises en relation en interne, mais aussi entre elles. Voilà. Parce qu'à un moment donné, s'il y a un besoin qui est exprimé quelque part et que la solution, elle est ailleurs, on parlait de territoire, on parlait de thématique, l'idée, c'est de faciliter ces rencontres. Voilà. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Denis? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Je vais témoigner, Vincent, du coup, parce que moi, je suis justement dans un campus de métiers et qualification qui est sur la décarbonation de l'industrie, la transition énergétique. Donc, du coup, je peux témoigner parce qu'on va contractualiser justement avec Odoo pour avoir la communauté et qu'est-ce que c'est, puisque tu as été vague sur les CMQ, donc je peux justement en parler, donc de ces campus de métiers et qualifications. C'est en fait, c'est un peu comme KM0, hein, une communauté, mais en fait, nous, ça va être mettre en relation les acteurs de l'emploi et les acteurs de la formation. Donc, mettre en synergie tout ce monde et vraiment adapter les formations aux métiers d'aujourd'hui et de demain pour une filière donnée. Alors, il y a 10 campus des métiers et qualifications dans la région Grand Est et qui sont localisés à certains endroits, mais en fait, ils ont vocation vraiment à être régionalisés. Donc, comme c'est un large réseau d'acteurs, il faut justement une communauté. Et donc, nous, il y en a plusieurs qui font appel à Odoo, et nous, on va faire appel à Odoo exactement, pour vraiment animer cette communauté, parce qu'il nous faut un support. On recrute, hein, on va avoir un chargé de communication, et donc, ça sera vraiment l'interlocuteur privilégié qui va animer, comme vient de le dire Vincent, cet ensemble de communautés, parce qu'on a des acteurs industriels, enfin, comme a dit KM0 tout à l'heure, c'est-à-dire acteurs industriels, acteurs institutionnels, acteurs du monde de la formation, que ce soit privé ou public, et parce que tout notre public, c'est former tout type de jeune qui est scolarisé jusqu'à le demandeur d'emploi ou l'employé en entreprise qui veut soit se reconvertir, soit monter en compétences, notamment dans la décarbonation de l'industrie et la transition énergétique. Voilà, on est en plein cœur de domaine. Et on a besoin des compétences. Exactement. Très bien. Merci Thierry. Ok. Peut-être une question un petit peu décalée. Comme la communauté, donc KM0, est dans un lieu, comme elle s'adresse à l'industrie, est-ce que ce lieu est un lieu, j'allais dire, plutôt tertiaire, ou est-ce que vous incluez des dimensions production, ne serait-ce que prototypage, ou au-delà, hein, c'est-à-dire est-ce que les entreprises peuvent très concrètement venir produire sur des petits volumes, hein, j'entends bien, hein, on ne parle pas d'une ligne de production de voitures, hein, donc à KM0. Alors, la réponse est oui. Évidemment, quand on dit industrie et digital, on se dit donc il y a plein de startups et plein de gens derrière des ordinateurs. C'est vrai, mais pas que. Déjà, le C-Team est chez nous. Donc déjà, en termes de démonstration et d'installation, la plateforme Quatrium dédiée logistique et gestion des flux, plus exactement, dans l'industrie, est installée chez nous complètement. C'est un de nos plus gros habitants, hein, d'ailleurs, pour être tout à fait franc. Et comme je vous disais qu'on
dans notre histoire, on a une représentation très cliché de la désindustrialisation. On a aussi une représentation très cliché de la belle histoire de l'industriel, de la société qui devient un industriel. Et je vais vous raconter l'histoire d'un de nos habitants qui était un prototypeur de cartes électroniques. On va voir si Vincent, tu arrives à le reconnaître. Je vais justement pas te dire le nom. Et qui donc faisait du prototypage 100% en sous-traitance. Donc c'est des ingés qui faisaient du code sur de la carte électronique. Et un jour, ils sont sur un très gros marché avec les voies navigables de France pour faire une télécommande qui permet de gérer toutes les écluses de France et peut-être même d'Europe. Alors, je tease un peu ce qu'ils sont en train de développer. Et il remporte le marché. Mais pour avoir remporté le marché, il a pris un risque. Et il a investi dans une machine, il l'a installée avec AM0 et aujourd'hui, il produit 100% des cartes électroniques qui sont dans les boîtiers qu'il vend, alors pour ce gros client et bien sûr pour d'autres, directement chez nous. Et aujourd'hui, donc ce que je disais tout à l'heure, on a 11 500 mètres carrés d'accueil qui sont remplis, donc avec beaucoup de startups et un peu d'industrie aussi, de la vraie industrie comme on l'entend. Et dans notre pipe, on a 2800 mètres carrés de demandes, dont 800 pour eux, puisqu'en fait, il veut acheter 2 autres machines. Il est en train de devenir industriel dans l'électronique. Ok, non, merci, c'est vraiment intéressant parce que on s'interroge vraiment, moi, Bien sûr. sur la notion d'industrie. L'industrie, c'est aussi et avant tout de la production. C'est surtout Donc, de la production. À un moment ou un autre, et ça participe au décollage de l'entreprise, hein, que ce soit si c'est une start-up, c'est le mouvement de la scale-up. Hein. C'est-à-dire quand l'entreprise industrielle est en capacité de produire pour trouver un marché et donc des clients qui payent, et c'est là qu'elle se transforme. Et lui offrir une capacité de production, même si après elle sort de l'immobilier en question et qui est un immobilier temporaire, même si c'est 1, 2 ou 3 ans, hein, je trouve ça vraiment intéressant, et en tout cas, ça répond à un besoin qui est très phasé dans le parcours de croissance de l'entreprise. Merci pour votre réponse. C'est clairement un enjeu un peu difficile à répondre, mais je pense qu'on a quand même un début de clé sur une grande question. On entend beaucoup parler au niveau national de la start-up industrielle. Ouais, c'est un super concept. Il y a plein d'aides, il se passe plein de choses. C'est vraiment top. Mais concrètement, je veux devenir industriel. Je fais comment? Je vais où? J'investis quoi? Où est-ce que je me mets? C'est une question pour le moment qui est plus un gros problème qu'une vraie solution. Et on est content de pouvoir dire qu'on a un début de réponse peut-être. Je ne veux pas monopoliser la parole, c'est la dernière fois que je la prends. Je serais vraiment intéressé pour garder le contact, parce que la question du passage à la production est très concret. Hein. J'ai les composants que j'assemble, j'ai des matières que je transforme et tout. C'est un sujet qui est sur la table pour nous, d'autant plus qu'il y a, il y a une production essonienne de start-up qui n'est pas négligeable, dont des start-up industrielles. Bien sûr. Merci. Écoutez, la société, si ça vous intéresse, elle s'appelle Armadeus System. Armadeus System. D'accord. Je vais vous mettre le lien vers leur site web, parce que c'est un autre nom, ils n'ont pas changé leur logo, ils produisent, donc ils n'ont pas le temps de faire de la communication. Mais c'est très bien. C'est plutôt, ça va dans l'ordre des choses. Et là, on est en train d'accélérer, de croître à fond. Dès qu'il y a un bureau qui est dispo chez nous, ils le prennent, littéralement en fait. Et donc voilà, on leur souhaite plein de choses positives pour la suite. Je vous ai mis le lien. Alors, elle s'appelle bien Armadeus System, mais ils ont un site qui s'appelle Opossum. Je pense que c'est leur ancien. D'accord. Merci beaucoup. Il faut venir voir ça en vrai, si vous avez l'occasion de passer à Mulhouse. C'est très intéressant. Et on les repère assez facilement, ils sont toujours en blouse blanche. N'est-ce pas, César? Oui, c'est ça. On aime bien dire qu'on est une ruche. Alors, on a une histoire que tous les quartiers industriels de Mulhouse, en fait, sont en briques rouges à la Manchester. Et en fait, c'est parce que les industriels de Mulhouse se sont inspirés du modèle industriel de Manchester pour l'importer directement à Mulhouse. Donc, on est encore dans une ruche, on est encore des abeilles. Et c'est eux qui sont les plus grosses abeilles du lieu, je pense, parce qu'ils ne sont pas, ils montent des descendent, ils vont à droite, à gauche, etc. On les voit toujours. Super. Okay. J'ai une autre question. Est-ce que KM0 accueille, donc vous avez dit que vous accueillez des entreprises dans le domaine de l'industrie,
est-ce que des entreprises qui sont dans le domaine qui est le mien, du jeu vidéo pour la formation, du jeu vidéo appliqué au monde de la formation, de l'enseignement, est-ce que ça peut rentrer ou pas dans le périmètre tel que vous l'avez défini aujourd'hui? C'est une excellente question, merci Denis. La réponse est un énorme oui, parce qu'il y a toute une partie que j'ai raccourcie dans ma présentation. C'est donc, je parle de 4 centres de formation chez nous. Donc, on a la chance d'avoir dans nos locaux l'école 42 de Xavier Niel, on a Epitech, quand même deux grands noms de la tech. On a une école qui est un ersatz, enfin, une spin-off de quelque chose qu'on a créé avec les équipes de la pédagogie du côté des cofondateurs. Il y a vraiment deux cerveaux qui gèrent un peu ça, un qui est un universitaire, un autre qui est très business développement, et qui s'appelle Studio et Atelier. C'est de la création audiovisuelle, mais surtout, on a une entité qui s'appelle PHG Academy. Et PHG Academy, historiquement, c'est la première école de gaming, donc de formation e-sport, j'entends bien, hein, ça ne fait pas de la programmation de jeux vidéo, mais de l'e-sport, qui a été créée en Europe. Alors, elle a très très vite été rattrapée par plein d'autres acteurs maintenant, mais historiquement, c'est le premier dépôt d'école de e-sport, c'est PHG Academy, et ils sont chez nous. Donc chez nous, on a une centaine de gamers qui apprennent à devenir ou des sportifs, des e-sportifs professionnels, et surtout qui parfois n'y arrivent pas, parce que c'est comme dans le football, hein, un appelé pour 300 candidats, et encore je suis gentil. Mais ils apprennent à vivre dans le monde de l'e-sport. Hein. C'est quand même le deuxième marché au monde, je pense que je vous l'apprends pas, le deuxième marché sportif au monde. Et en fait, on a même une nouvelle ramification qui vient de se faire, qu'on a découvert il y a à peu près un an et demi. C'est que les industriels aujourd'hui demandent des gamers. On a un de nos membres du club des locomotives qui s'appelle ArcelorMittal, un petit nom, un petit industriel au niveau mondial, qui fait du recrutement de gamers pour piloter les drones de contrôle de leurs sites sensibles, pour aller faire des contrôles dans des passages très compliqués. Oui. Ils font aussi du recrutement. Ils ont fait une comparaison qui est hallucinante. Ils ont monté une ligne de soudage complètement robotisée et assistée via joystick avec 3 écrans de pilotage. C'est un truc vraiment next-gen en termes de technologie. Le mec qui a créé le système est aujourd'hui le meilleur opérateur. Très bien. Et pour faire un test, ils ont pris un gamer, alors qu'il venait pas de PSG, mais c'était un gamer. Ils l'ont mis sur la ligne pendant 1 mois. Au bout de 3 semaines, il avait des meilleures performances que celui qui avait créé la ligne. Parce que une meilleure acuité visuelle, de meilleurs réflexes et surtout une meilleure insertion dans la dimension 3D vis-à-vis d'un pilotage par écran. Ouais. Simplement, peut-être aussi de sa jeunesse, hein, mais aussi par rapport à des facteurs et des facultés très marquantes du fait qu'il soit joueur. D'accord. Donc voilà, on arrive même à boucler la boucle là-dessus. Oui, d'accord. Et du coup, créer des synergies aussi Exactement. entre des besoins, comme vous l'avez évoqué, et des partenaires qui peuvent proposer des solutions. Il y a même un nouvel enjeu, et c'est toujours demandé par Arcelor, mais on le constate chez d'autres grands players. Alors on a la chance, hein, on est dans la zone, ce qu'on appelle nous les 3 frontières, puisqu'on a l'Allemagne, la Suisse, la France qui se touchent. Et du côté suisse, la grande ville de Bâle est un cœur économique énorme de l'industrie pharmaceutique. Oui. Il y a une tour qui s'appelle la tour Roche, hein, le laboratoire Roche, je pense que tout le monde connaît au moins de nom. Elle est gigantesque, c'est un des plus gros employeurs du territoire. Ils ont un étage entier dédié au gaming. Et le but, c'est bien sûr de faire un peu d'animation du travail, de pouvoir proposer une petite fenêtre de sortie sur un nouveau monde, mais c'est 2 vrais objectifs. Former tous les managers au principe de la gamification. Parce que si on ne fait pas ça, les employés de la génération qui sont après celle de Vincent et moi, vraiment les tout jeunes, on est encore jeunes, Vincent, ne seront pas attirés pour rester dans quelque chose où il n'y a pas ces esprits de la gamification appliqués dans le monde du travail. Et le deuxième, c'est plutôt lui adapté au monde de la recherche pour qu'il puisse comprendre la manière dont les gens qui sont des consommateurs de leurs produits comprennent les messages et peuvent les percevoir. Donc là, c'est presque une dimension gaming, mais audiovisuelle aussi, de pouvoir en fait se rapprocher d'un monde et de simplifier des messages, trouver les bons codes et les bons messages pour pouvoir s'adresser au maximum de monde selon les personas qui sont nécessaires d'adresser.
Donc, il y a des enjeux énormes autour de ce gaming. C'est bien sûr un enjeu économique, mais c'est surtout un enjeu de modification du travail, de la pensée, etc. D'accord. Ok, merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? On a bien discuté. Merci beaucoup pour toutes vos questions, vos remarques. C'est parce que c'est intéressant. Merci. Donc, comme je vous l'avais dit, on vous enverra le replay, le support, nos coordonnées, César et moi. Voilà, si vous voulez poursuivre les échanges, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous pour aller un petit peu plus loin. Ok, tout à fait. Au plaisir de vous accueillir pour une visite. Oui, tout à fait. Bah, ça sera, je vous recontacte. Très bien. Ça marche. Eh bien, je vous propose du coup de s'arrêter là. Ok. Merci encore. Merci. Bonne fin de journée et peut-être à bientôt alors. Au revoir. Ok, ça marche. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée à tous. À bientôt, oui, forcément. Salut.